Bonjour à tous, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence Savoir partager, la première de l'année. Vous êtes en effet plus de 200 à être inscrits aujourd'hui. Un grand merci pour votre suivi, pour ce temps d'ouverture sur des sujets de fond, d'actualité, qui sont proposés, je le rappelle, par l'ensemble des directions générales. Alors, je tenais à excuser Madame la Directrice Générale des Services, Raphaël Simeoni, qui n'a pu être présente pour ouvrir cette conférence, donnée par donc, le docteur Pierre Sauvé, cardiologue, cofondateur de l'association Santé Environnement France, figure de référence sur les liens entre environnement, mode de vie et santé. Sa conférence intervient dans un contexte où nos connaissances des pollutions de notre environnement progressent rapidement, exposition aux polluants, qualité de l'air intérieur et extérieur, perturbateurs endocriniens, bruit, alimentation, autant de facteurs qui interagissent avec nos comportements et influencent directement notre santé, parfois dès les premiers âges de la vie. L'objectif de cette rencontre est de mieux comprendre comment l'environnement façonne nos vulnérabilités, mais aussi d'identifier des leviers d'action individuels et collectifs. Le docteur Sauvé nous présentera les principales données scientifiques, les risques avérés ou émergents, ainsi que les pistes pour une prévention plus efficace. Comme vous le savez, comme pour les précédentes éditions, cette intervention sera suivie d'un temps d'échange pour approfondir les points clés, répondre aux questions qui vous préoccupent. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc je vous remercie par avance de couper vos micros pendant la conférence. Vous pouvez les rallumer pour poser vos questions directement au docteur Pierre Sauvé. N'hésitez pas également à les poser via le chat, elles seront relayées par Anne-Sophie Bretonneau qui fera la modération. Le support pourra vous être transmis. Je réponds d'ores et déjà à la question qui arrive et je vais surtout, sans plus attendre, laisser la parole au docteur Pierre Sauvé, que je remercie à nouveau d'avoir accepté notre invitation pour aborder ce vaste sujet délicat des liens entre environnement et santé en 1 heure seulement. Merci. Bien, merci Monsieur Chabert, au service à la région pour son invitation. Peut-être vous n'aurez pas le moral à la sortie, mais bon, on va essayer de vous donner quelques pistes pour prendre soin de vous. Souvent, je finis mes topos en disant, pour bien prendre soin des autres, il faut d'abord bien prendre soin de vous. Donc déjà que ça vous parle à vous, et puis comme ça, vous retranscrirez pour nos concitoyens les bonnes actions à faire. Donc, un mot sur la CEF, c'est que des professionnels de santé depuis 20 ans. Oui, on avait commencé par le PCB dans le Rhône. Vous savez, on avait interdit la consommation de poissons dans le Rhône parce qu'ils étaient contaminés au PCB. C'était des huiles utilisées dans les transformateurs qui s'étaient répandues et qui, comme c'est un polluant persistant, ça contaminait les sédiments, puis les poissons, puis les petits poissons, les gros poissons, et nous en fin de chaîne. Et on interdisait la pêche, mais on ne s'occupait pas du tout de savoir si les gens étaient très contaminés. Bon, et bien sûr, on avait montré que ceux qui mangeaient beaucoup de poissons du Rhône étaient plus contaminés que ceux qui n'en mangeaient pas. Malheureusement, ça n'avait pas débouché sur des actions politiques de surveillance de ces populations plus exposées en termes de cancer, notamment, puisque les PCB sont cancérigènes, en particulier, pas que ça. Et donc voilà, donc on avait donné l'alerte, mais après, il faut que ça se traduise en actes. C'est d'ailleurs, vous allez voir, ce qu'a proposé les 4 grandes fédérations mondiales de cardiologie, les actions locales pour un changement global. Alors, donc que des pros de santé. Et voilà la première définition de la santé que vous entendez encore aujourd'hui, qui date de 1946, 80 ans. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est aussi un bien-être physique, mental et social. L'aspect mental, donc gros souci en ce moment, l'aspect social, on l'oublie. Et donc, les connexions avec votre communauté, moi j'ai eu des patients qui sont décédés tout seuls, surtout pendant le Covid, c'était galère. Donc, cette connexion sociale est un élément important dans la santé. Mais ça date de 1946. Puis en 1968, l'UNESCO a quand même dit, mais oui, mais l'homme fait partie intégrante des écosystèmes et influe aussi sur ces écosystèmes et subit l'influence de ces écosystèmes. Donc voilà, l'homme n'est pas tombé sur Terre
indépendant de tout ce qui l'entoure. Et donc là aussi, une petite avancée. Et donc, bien sûr, sa santé dépendait quand même, était liée à ces systèmes naturels et à ces écosystèmes naturels. Et puis, depuis peu, donc 50 ans après, en 2021, les 4 grandes organisations mondiales, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, le plan des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de l'agriculture, hein, le Food Agriculture Organization, ont établi, grâce à un grand nombre d'experts, en France, il n'y a qu'un expert, c'est Serge Morand, de ce panel de hauts experts, c'est la reconnaissance de l'interdépendance de la santé, je lis, des êtres humains, des animaux sauvages et domestiqués, des végétaux, de la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et du climat. Donc déjà une vision globale qui nécessite donc une vision des connexions globales où on ne peut pas traiter d'un côté, traiter de l'autre. C'est un peu ce que je faisais au cabinet. On a une approche comme ça. Eh bien non, l'approche, elle doit être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Hein, il faut ouvrir son champ de vision pour avoir vraiment une approche globale. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important porté par 4 organisations mondiales des différentes santé, je vais le dire comme ça. Et puis les médecins quand même s'en préoccupent, puisqu'en 2023, les 200 plus grandes revues médicales, donc BMJ c'est British Medical Journal, le Lancet, le Journal américain de médecine association, le EHI c'est le European Journal de cardiologie, nous disent que la crise environnementale est une urgence de santé mondiale. Et son directeur scientifique du British Medical dit ça n'a aucun sens pour les scientifiques et les politiciens de considérer la santé et l'environnement de manière séparée. Donc, c'est quand même la médecine mondiale qui se préoccupe de ce lien global, de cette vision globale de la santé et notre lien avec l'environnement. Et puis, dans les suites de la définition de One Health, une seule santé en français, donc vous savez qu'il y a le congrès, le forum mondial qui aura lieu à Lyon. Alors, pour l'anecdote, donc j'étais aux réunions du plan national santé-environnement et celui qui organise le forum mondial nous dit qu'il y aura 2 coprésidents, le président Macron et le président de l'Indonésie, parce que l'Indonésie a introduit dans sa loi une seule santé. Mais en y regardant de plus près, elle a introduit la vision une seule santé dans la surveillance des zoonoses. Vous savez, ces maladies qui viennent notamment des animaux, alors que nous, pour une seule santé, vous allez voir, c'est les zoonoses, bien sûr. Je vais vous dire, le chikungunya, c'est une zoonose, hein, mais c'est surtout les maladies chroniques. Et donc, j'ai dit au directeur que la France propose qu'une seule santé rentre dans la loi et dans les textes réglementaires. Ce que nous avons proposé, vous verrez, je passe sur la diapo juste après pour vous montrer, ce qu'a proposé l'Alliance Santé-Biodiversité. Dans cette alliance, il y a toutes les santé, la Fédération des syndicats vétérinaires de France, tous les syndicats vétérinaires, des acteurs de l'environnement et de la biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, l'humanité biodiversité, l'Union internationale de conservation de la nature, pour les océans, Tara-Océan, et notamment la Société française du droit de l'environnement. Nous avons préparé une loi, enfin, surtout la SFDE, une loi pour introduire cette vision globale de cette santé dans la loi ou dans les textes réglementaires, les SCOT, les SRADET, les PLU, etc. Donc, comme je vous ai dit, pour ouvrir le chakra. Il nous reste qu'à avoir le portage, et c'est le plus compliqué, de convaincre nos élus. Ils sont peu au courant, il faut le dire, de cette vision globale. Donc, je reviens en arrière pour vous dire que la quadripartie, OMS, OMSA, etc., nous donne une nouvelle représentation de la santé. La santé doit être pensée comme un bien commun en partage entre tous les vivants. J'adore ça, la santé doit être pensée comme un bien commun en partage avec tous les vivants. Et l'Union internationale de la conservation de la nature nous dit, eh bien, c'est un élément essentiel pour préserver la nature et nous, les hommes. Un exemple de cette interrelation entre nature et l'homme, alors là, évidemment, je vous donne des éléments négatifs, mais vous allez voir qu'il y a des éléments positifs, évidemment. C'est ces vautours qui étaient sur le palais présidentiel de New Delhi, en Inde.
savez qu'en Inde, les vaches sont sacrées, donc elles déambulent dans la rue, si elles ont un propriétaire ou n'en ont pas, et quand elles meurent, les carcasses restent par terre, on ne les touche pas, puisque la vache est sacrée, elle sert à faire les constructions, le lait, etc. Et donc, on a décidé de soigner les vaches malades. Elles ont beaucoup de rhumatisme, les vaches malades. Hein, comme M. Chabert, bien qu'il soit jeune, il a déjà des rhumatismes. Et donc, on lui a fait du diclofénac. Le diclofénac, c'est le Voltaren. Là, tout le monde connaît. Hein. Et donc, on a, chez 10% des vaches, elles n'avaient pas toutes des rhumatismes, on a fait du Voltaren pour qu'elles aillent mieux. Et le Voltaren est toxique pour vos reins à vous, diclofénac, mais aussi pour les animaux. Et donc, les vaches finissent par mourir. Et donc, quels sont les animaux qui viennent nettoyer les vaches? Ce n'est pas le service de l'hygiène locale, c'est les vautours. Et les vautours, en venant manger ces vaches dont les muscles avaient du diclofénac à l'intérieur, en absorbent, et le diclofénac détruit les reins des vautours, les vautours disparaissent. La population de vautours disparaît à 99% en Inde, à cause du diclofénac qu'on a mis, une bonne action qu'on a mis pour traiter les vaches. Résultat, les carcasses restent dans la nature, les chiens errants prolifèrent parce qu'ils trouvent à manger, et les chiens errants, beaucoup ont la rage prolifère. On est estimé à 30 000 morts par an de la rage en Inde pendant plusieurs années. Les chiens sont moins efficaces pour nettoyer les bactéries des carcasses des charognes, et donc des facteurs infectieux se répandent, et l'Association américaine d'économie nous fait un bilan en 2024 de cette affaire qui date des années 2000, en disant qu'il y a eu 500 000 décès en 5 ans en Inde, dû au fait qu'on a traité les vaches avec du diclofénac, avec toute la cascade de pathologies qui en suivent. Donc, vous voyez, avec un coût de 69 milliards par an. Donc, vous voyez, j'ai mis coût social parce que les agriculteurs récupéraient les os des vaches, les broyaient, faisaient du fertilisant, et coût culturel parce que le vautour était un lien avec le ciel après la mort. Beaucoup d'ethnies, ils ont perdu ce lien culturel. Donc, vous voyez, d'une bonne action, toute une série de catastrophes. Imaginez quand vous allez prévoir une mauvaise action. Là aussi, c'est pas ça. C'est pas je fais un parking, je suis content que les voitures viennent se garer. Je regarde toutes les conséquences que ça peut provoquer. C'est une vision globale de la santé. Et donc, sur l'Alliance, je vous en ai parlé. Cette vision Une seule santé est basée sur l'exposome. L'exposome, c'est quoi? C'est tous les facteurs qui influencent votre santé pendant votre vie. Donc, vous avez le facteur interne. Je suis un homme, je suis une femme, je détoxifie bien ou pas bien. Madame Breteau peut boire 5 bières, elle a un foie qui détoxifie particulièrement bien, elle ne sera pas saoule. Moi, une bière, je suis déjà pompette. Et donc, on est tous différents, on a un microbiote différent. Vous savez que le microbiote, c'est le témoin d'une seule santé. Nous avons dans notre intestin notamment 100 000 milliards de bactéries. Et c'est grâce à cet équilibre des bonnes bactéries qui sont là, qui empêchent les mauvaises de venir, qu'on arrive à être en bonne santé. Donc la biodiversité, c'est à l'intérieur de nous. Hein. Bon, il y a la bouche, le vagin, les oreilles, le nez, etc. 100 000 milliards de bactéries. Et c'est grâce à cet équilibre qu'on vit. Donc c'est pour vous dire que voilà, on n'est pas tombé et indépendant de tout. Donc ces facteurs personnels. OK, on se défend plus ou moins bien, on s'oxyde plus ou moins. Et les facteurs environnementaux externes, dits spécifiques, c'est toutes les pollutions à laquelle vous allez être subi, chez vous, au travail aussi, bien sûr, on n'oubliera pas les travailleurs. Et les facteurs qui sont les plus importants, les facteurs externes, le capital social, vos influences sociales, économiques, écologiques, psychologiques. En fait, votre niveau de vie, votre niveau de diplôme, est-ce que je vis en urbain ou pas en urbain? Est-ce que je suis un immeuble dans le 15e arrondissement, en plein cagnard, où il fait 70 degrés sur le parking parce qu'il n'y a pas un arbre? Ou est-ce que je vis à Pointe-Rouge? Bon, j'ai rien contre les gens de Pointe-Rouge, hein, avec des arbres, avec la mer à côté. Donc, l'importance des facteurs socio-économiques est fondamentale donc, dans les déterminants de santé. Regardez, qu'est-ce qui fait que sur votre vie, vous allez être le plus protégé, entre guillemets, c'est les déterminants économiques, socio-économiques, ce que l'on vient de parler, l'accès à l'emploi, au revenu décent, à l'alimentation saine, mais aussi à la culture
à la culture et loisirs. Là, le politique, il peut agir. Il peut agir aussi sur le système de soins. 15%, c'est les déterminants. Alors évidemment, si je fais un infarctus aujourd'hui, ici, dans ce bureau, c'est 100% aujourd'hui. Mais sur ma vie, c'est 15%. Donc là, on sait qu'on commence à avoir des difficultés d'accès aux soins, etc. Donc bien sûr, ça n'est pas négligé. Là aussi, le politique, je me rappelle l'époque où, en 2010, dans ces années-là, où la région a créé les maisons médicales de santé subventionnées, hein, c'était une très bonne idée. Donc en fait, voilà, donc 15%. Les facteurs environnementaux, 25%, toutes les pollutions à laquelle vous allez être exposé, pollution de l'air, pollution chimique, mais aussi la chaleur, etc. Les comportements individuels, vos habitudes de vie, vos addictions. Est-ce que je bouge un peu? Donc, évidemment, un jour, j'ai présenté ça. Quelqu'un m'a dit, ça me donne envie de fumer. Donc, évidemment, non. On essaiera de ne pas fumer. Et la génétique, vous voyez, c'est que 5%. Et encore, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on a nos gènes, mais en fonction des facteurs extérieurs, ils vont s'exprimer ou pas s'exprimer. Donc, vous pouvez avoir un gène qui supprime les tumeurs, par exemple, mais s'il y a un pesticide, parce que c'est une des études, qui vient empêcher ce gène de s'exprimer, ben, le gène qui va supprimer votre tumeur, ben, il ne va pas s'exprimer à cause d'un facteur extérieur. Ça s'appelle l'épigénétique. Ce n'est pas tout d'avoir les gènes. Les bons gènes, il faut savoir si les bons gènes vont s'exprimer ou pas s'exprimer en fonction de facteurs extérieurs. Voilà. Donc l'épigénétique est un élément fondamental dans la notion de santé et d'environnement. Donc vous voyez que vous pouvez agir sur les facteurs environnementaux, sur le système de soins, sur les facteurs socio-économiques et même, donc, en plus des pros de santé, faire des politiques sur la mobilité. D'ailleurs, si vous faites des systèmes de transport qui permettent de marcher, ben, vous agirez sur les comportements individuels, vous favoriserez notamment la mobilité active, voire la pratique sportive, puisque je crois que le sport est un des éléments, une des compétences de la région, hein, si j'ai bien compris. Et donc ça, c'est l'OMS. Ça date de 2012. C'est quel est le poids quelles sont les pathologies liées à l'environnement. Alors, réunion encore au ministère, je tombe sur le directeur général de la santé qui a fait ses études à Marseille. Donc, on a parlé des professeurs Diane, etc. Vraiment, c'est quelqu'un de remarqué. Il me dit, ah, il y a un cluster de chikungunya à Vitrolles. Ah, j'ai dit, oui, en effet, on va... ma femme travaille à Vitrolles. Je lui ai dit, tu évites de sortir le soir, bien que le moustique tigre, il pique un peu à n'importe quelle heure. Hein, et puis, il ne reste pas au ras du sol, il monte. Et donc, mets des moustiquaires à ton bureau. Mais le plus important, regardez, colonne de droite, c'est les maladies chroniques, très très loin devant les facteurs infectieux. Bien sûr, il faut traiter les facteurs infectieux, mais il faut traiter les maladies chroniques aussi. Accidents vasculaires cérébraux, cardiopathie ischémique, après les traumatismes dus aux accidents climatiques et cancer sont les trois grandes pathologies liées à l'environnement qui représenteraient dans le monde à peu près un quart des pathologies, un peu plus en Inde que chez nous, évidemment, il y a moins de pollution de l'air. Mais vous voyez que c'est les maladies chroniques qui sont la première cause de pathologie liée à l'environnement. Et on est à cardiopathie ischémique et AVC à 4,8 millions en 2012. Vous allez voir que les chiffres ont changé. Le Lancet, grand journal médical, fait un bilan de la mortalité dans le monde et nous montre que les pollutions tuent plus dans le monde que le tabagisme actif et passif et bien plus encore que, même si ce n'est pas négligeable évidemment, que le sida, la tuberculose, le paludisme, qui est en jaune loin derrière. Donc, maladie chronique, environnement égale maladie chronique en priorité. Et là, en février, janvier-février, les 4 plus grandes sociétés de cardiologie au monde, on rêvait tous, les cardiologues rêvaient tous d'aller au congrès de l'American College, de l'American Heart. Je peux vous dire que c'était la bataille pour aller aux États-Unis, à l'époque où on y allait facilement. Et donc, nous demande, c'est un statement, c'est une déclaration, hein, ce n'est pas une étude, c'est une déclaration, appelant une action urgente à lutter contre les facteurs de stress environnementaux qui contribuent fortement aux maladies cardiovasculaires. Vous avez vu, AVC, on va mettre les AVC dedans, les cardiopathies ischémiques, les infarctus, etc., première cause. Et là, on n'est plus à 4,8 millions, comme disait l'OMS. On est sur 20 millions de décès par an dans le monde liés donc, au cœur, au neuro, à l'hypertension, au diabète, parce que le diabète est lié aussi à la pollution de l'air. Nous avons entre 9 et 12,6 millions de décès par an. C'est plus 4,8.
La moitié des décès cardiovasculaires dans le monde est due aux pollutions. Et elles demandent, ces 4 sociétés, l'éducation et la sensibilisation des professionnels de santé et du public à ces facteurs de risque et des actions politiques, des efforts réglementaires nécessaires, en particulier pour les populations vulnérables. On sait que les politiques, par exemple, pour réduire le tabagisme, elles profitent peu aux gens qui sont les plus en difficulté. Bon, c'est bien, elles profitent déjà à ceux qui ont des niveaux socio-culturels, économiques plus favorables, c'est déjà une bonne chose, mais pas aux catégories. Donc, on dit les inégalités augmentent. Oui. Donc, il faut absolument trouver, grâce à ces efforts réglementaires, des éléments pour protéger les populations auxquelles les messages de protection personnelle passent pas, parce que leur préoccupation, ben, c'est d'abord gagner leur vie. Voilà, et donc voilà. Et donc ça, c'est toutes les pollutions dues au cœur. Et vous voyez qu'il y a le climat, il y a le bruit, il y a la lumière nocturne, il y a la pollution de l'air, bien entendu, les pollutions chimiques avec les perturbateurs endocriniens, les pollutions du sol et de l'eau, avec notamment, puisque c'est un de nos chevaux de bataille, le cadmium dans l'alimentation. Ça, c'était pour les éléments négatifs, mais et pour finir, pour donc, ces quatre sociétés, elles demandent aux professionnels de santé de connaître les facteurs de risque environnementaux en les plaçant au même niveau que les facteurs de risque traditionnels, tabac, alcool. Et donc, je suis allé voir Georges Leonetti, doyen de la fac, en lui donc montrant cette étude. Il m'a dit, c'est parti. Et donc, nous allons, dès le 10 avril, faire une première formation aux internes en cardiologie qui ne connaissent pas ces facteurs environnementaux. Je caricature, mais pas vraiment. Vous venez à mon cabinet, on va dire, est-ce que vous fumez, est-ce que vous mangez salé, est-ce que vous allez faire un peu d'exercice? Non, c'est où est-ce que j'habite? Est-ce que je suis près d'une rue où il y a beaucoup de circulation? Est-ce que je suis exposé au cagnard? Quel est mon travail? Quelle est l'exposition de mon travail? Qu'est-ce que je mange? Enfin, vraiment un interrogatoire global. Comme je vous ai dit, on ouvre les chakras. Et donc, les internes vont être formés grâce à Georges Leonetti. Il m'a demandé de contacter le chef de l'enseignement et le professeur Paganelli, qui est de l'hôpital Nord, qui est le chef de l'enseignement, le responsable de Paoli Calmette du cancer, le professeur Gonsalves, est partant aussi. Donc, il va y avoir une autre formation pour les internes en cancérologie. C'est une première en France. Vous entendez bien, c'est une première en France sur les internes en médecine générale. Ça commence cette année à Marseille sur le modèle de Montpellier, parce que la fac de Montpellier est très en avance. Mais bien sûr, tout ça devrait être généralisé à l'ensemble du pays. En tout cas, merci à monsieur le doyen et à Franck Paganelli. Donc, si votre médecin vous dit simplement vous avez mangé salé, vous avez fumé, vous m'appelez. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. Et donc, les points clés, eh bien, ils sont politiques. Aménagement urbain et santé publique, eh bien, il faut favoriser les espaces verts, la mobilité active. Il faut favoriser les éléments qui permettront de diminuer la chaleur dans le pays. Les solutions politiques pour l'atténuation des facteurs de risque environnementaux. L'air chimie, je vais vous montrer 2 diapos sur les pesticides qui est absolument ahurissante. La sensibilisation à la santé publique et la formation aux soins de santé. Alors, la durabilité des organisations du secteur de la santé, c'est-à-dire que 8% des gaz à effet de serre sont dus au secteur de la santé, essentiellement par l'achat de médicaments qui viennent de très, très loin. Alors là, je prends l'exemple du laboratoire UPSA, qui est à Agen, bon, on n'est pas dans la région, qui fabrique ces médicaments ici, c'est le paracétamol, c'est Dafalgan, ou aspirine UPSA, et qui a réduit la taille de ces emballages, qui a éliminé des excipients nocifs, notamment le dioxyde de titane, dans ces médicaments. Il n'y a plus que Dafalgan codéiné qui en a. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut redéposer une autorisation de mise sur le marché qui coûte des sous. Mais grâce à ces économies de taxes sur l'éco-conception des médicaments, eh bien, en quelques années, ils amortissent. Donc, c'est un labo français. Le médicament n'est pas fait en Inde et donc il progresse. C'est ça la durabilité, c'est aussi les gaz à effet de serre du secteur hospitalier, etc. Et l'adaptation au changement climatique, bien sûr, et on n'oubliera pas donc le climat au travail, parce que vous allez voir, les travailleurs sont les plus exposés. Un exemple sur l'urbanisme. Vous avez des documents d'urbanisme, et là, vous avez les villes OMS au milieu, où il y a le professionnel de santé, où il y a bien sûr l'architecte, l'urbanisme, l'élu, les gens des quartiers. Si vous faites un espace vert
et que vous ne sollicitez pas les gens des quartiers, ils se l'approprieront moins bien. Il faut intégrer la population dans la création de ces éléments. Et j'allais dire, je rajouterai l'éducation nationale. Ça n'a pas été fait, parce que par exemple à Lille, il y a des fois des mobilités douces, mais aussi l'accès à la culture. Vous avez vu que c'est un élément de l'exposome, l'accès à la culture. Et les enfants ont un accès gratuit au musée, etc., à Lille. Voilà. Et donc, coopération de tous ces secteurs, il faut qu'ils soient formés. C'est le cas aujourd'hui. Bon, sur les élus, on a besoin de plus les former aussi, pour qu'ils comprennent bien les enjeux. Il faut des indicateurs locaux de santé. Donc, il y a des diagnostics locaux de santé, des diagnostics locaux santé-environnement, comme notamment l'exemple type est à Lorient, à Valence aussi. Donc, il faut s'en inspirer parce qu'il faut avoir des chiffres et savoir comment va la population. On a réussi, grâce aux unions de médecins et notre action Cadmium, à avoir la création d'un registre national cancer, mais on veut qu'il soit avec des aspects territoriaux. La zone de Fos-sur-Mer, la zone de Bandol, c'est pas la même. On n'a pas dans la région de grands sites industriels à Parfos, si je me trompe, il n'y en a pas un autre. Bon. Mais donc, il faut qu'on ait des données territoriales globales et un peu plus claires. Voilà. Donc, coopération entre tous les services. Quand il y a une action, ce n'est pas l'élu à la santé qui dit c'est mon action. Eh bien non, il y associe l'élu à l'urbanisme, il y associe l'élu à l'industrie. Enfin, peu importe, en tout cas, on travaille ensemble. C'est plein de messages politiques, finalement, aujourd'hui. Bon, une bonne nouvelle. Voilà une étude de 2020 sur 290 millions de personnes sur les bénéfices de l'espace vert. Donc, c'est les personnes à plus faible statut qui en bénéficient le plus. Regardez bien. Sur une étude, donc j'ai mis en italique les résultats qui sont significatifs. En italique, sur la mortalité toutes causes confondues. Si vous bénéficiez d'espaces verts près de chez vous, vous avez un risque de mortalité qui est à 0,69, c'est-à-dire que votre risque de mourir est diminué de 31%. Vous bénéficiez d'espaces verts de qualité, votre risque de décès est de moins 31%. Votre risque de diabète est de moins 28%. Et naissance prématurée, petit âge gestationnel. Naissance prématurée, il y a quand même 60 000 prématurés en France tous les ans. Donc, on est à 0,87, moins de 13%. Ça veut dire 6 000 prématurés en moins. C'est-à-dire beaucoup de problèmes de santé par la suite. Mortalité cardiovasculaire, moins 16%. Une nature en bon état apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi il faut faire de la prévention? Regardez les dépenses courantes de santé, c'est-à-dire les caisses. En bas, je vous ai mis l'assurance maladie, les mutuelles. Ce que vous rajoutez de votre poche, c'est quasiment 8% maintenant. Les indemnités pour arrêt maladie, les dépenses aussi pour la prévention, même si elles sont en baisse, les dépenses pour la prévention. En 2012, on dépensait, d'après l'adresse, 243 milliards. 12 ans après, on est passé à 333 milliards dans l'année, avec un déficit, c'est en bas à gauche en vert, qui est encore en 2024 de 13 milliards, alors que les dépenses du Covid sont redevenues à zéro. Donc, si on ne fait pas plus de prévention, notre système qui est extraordinaire quand même, tout le monde peut se soigner à peu près au même niveau, même si l'accès est parfois difficile dans certains endroits. Si on ne fait pas plus de prévention, si on ne fait pas moins de malades, je ne vois pas comment on va s'en sortir et arriver à l'hôpital ou à la clinique avec sa carte bleue comme aux États-Unis pour être accepté. Pour moi, ce n'est pas tolérable. Et donc, il nous faut faire plus de prévention. Je vous donne quelques chiffres de pathologies qui sont assez inquiétantes, on va le dire. Les cancers. Donc, cancer, l'Institut national du cancer nous dit qu'en 2023, il y a eu 433 000 nouveaux cas de cancer dans l'année. C'est déjà beaucoup. L'OMS, puisqu'il n'y a pas de registre cancer, pas tout à fait le même calcul, nous dit que l'année d'avant, il y avait 483 000 nouveaux cas. Surtout sein, prostate, côlon, et puis, par exemple, le rein 15 000 par an, on est 9e au monde, pancréas, on est 3e au monde, sein, on est 1er au monde d'incidence. Donc, il y a un souci quand même avec les cancers. Cancer du cerveau, plus 3,6% par an. Vous verrez que chez les moins de 40 ans, plus 6% d'augmentation par an. Le testicule, ce n'est pas un cancer du vieux, plus 1,5%. Et le pancréas, on était à 6 000 nouveaux cas en 2010, on est passé à 16 000.
Donc, il y a quand même quelques problèmes que le vieillissement et le dépistage, vous allez voir qu'on est plus mauvais que l'Europe en termes de dépistage, sont assez inquiétants. Les troubles de reproduction, je dis toujours aux jeunes, il faut aller mettre votre sperme au frais, hein, parce que moins de 2% par an de spermatozoïdes, et en plus, ils sont vilains, ils bougent mal, ils ont des anomalies, il n'y en a qu'un tiers qui est en bon état. On était à plus de 100 millions quand je suis né, on est à moins de 50 millions. Donc, on fait un plan pour la fertilité, là, au niveau gouvernemental. Il faudrait peut-être se préoccuper des causes qui font baisser le nombre et la qualité des spermatozoïdes, et les perturbateurs endocriniens, évidemment, sont au premier plan. Et je passe sur les troubles du spectre autistique, avec le même critère diagnostique aux USA, c'est le Center Disease Control, hein, le CDC. On était à 1 pour 150 enfants en 2000, on est passé à 1 pour 31 en 2022. Et en Europe, ça a multiplié par 7 avec les mêmes critères diagnostiques. Je ne vous parle pas d'Alzheimer qui touche la famille, 225 000 nouveaux cas par an. Souvent, les aidants meurent avant le patient. Il faut donc se préoccuper aussi des aidants. Quelques chiffres sur l'incidence des cancers des moins de 50 ans. On voit que ça augmente et que d'ici 2030, il est prévu une augmentation de 31%. Vous voyez, par exemple, en pointillé, vous voyez qu'entre les années 2020 et 2030, chez les moins de 50 ans, il y aura une augmentation beaucoup plus forte que les générations d'avant. Et l'Association Santé publique France, sur les quelques registres cancer qu'on a en France dans quelques départements, à peu près une quinzaine, un peu plus, on voit que le cancer du cerveau augmente de 6% par an, je vous l'ai dit, le cancer du sein chez la femme, 1,6% par an, du sein chez la femme, ce n'est pas du dépistage, hein. Le cancer du rein, 4,5%, même le colorectum. Alors qu'en termes de dépistage, le sein, eh bien, on dépiste moins, 46% contre 54% en Europe, dans les pays similaires. Et pour le colon, encore moins, 29% contre 44%. Donc, on arrête de dire que tout est lié au vieillissement et que tout est lié à un dépistage remarquable en France. C'est faux. C'est parfois vrai, mais là, en l'occurrence, pour ces cancers, c'est pas vrai. L'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, a fait un bilan de l'inaction en France sur les facteurs environnementaux et nous dit 180 milliards d'euros par an. Oh, 180 milliards d'euros par an. Et puis quand vous regardez en détail, la pollution de l'air, c'est le Sénat qui avait dit 101 milliards par an, avec les coûts sociaux, pas que les coûts sanitaires, évidemment. Hein. Le bruit, l'IGAS chiffre pas beaucoup. Pourtant, l'ADEME a fait un rapport en 2021 sur le bruit, avec là aussi les coûts sociaux, 147 milliards par an, et les perturbateurs endocriniens, 27 milliards. Donc vous voyez qu'il y a un gisement quand même, s'il y a des actions politiques, qui est absolument considérable pour réduire et pour permettre à notre système de poursuivre, et qui est moins de malades, 2. Donc, préoccupation que nous avons tous, l'accès aux soins dans certaines régions, pérennité du système de santé, on en a parlé, et les soignants sont épuisés. Et regardez ce chiffre sur les étudiants en médecine. L'ANEP, c'est l'Association nationale des étudiants. l'ISNA-RISNI, c'est les 2 syndicats d'internes en médecine. Ça date de cette année, enfin de l'année dernière. 70% des étudiants ont des syndromes d'anxiété, 30% de dépression, et plus de 60% ont envisagé d'abandonner. En fin de compte, il y en a 15 à 18% qui abandonnent quand même, hein, en cours de route. Et ça se poursuit chez les internes, avec 28% avec idées suicidaires et 24% qui envisagent une reconversion. Et ça se poursuit après. Hein. Il y a l'URPS, Médecins Libéraux PACA, qui a un réseau qui s'appelle MedAid, qui est là pour aider les soignants. Mais vous voyez qu'il faut en fait démarrer dès les études, hein, parce que souvent, ce mal-être perturbe. Ils sont débordés, ils sont tous dans le soin. Ils n'ont pas forcément le temps de faire des politiques, de donner des conseils de prévention. C'est pour ça que je rabâche qu'il faut trouver des alliances entre les acteurs locaux, les médecins, les CPTS, les communautés professionnelles, les collectivités territoriales, voire plus large, donc région, pour faire des politiques de prévention systémiques. Et pas simplement, je passe avec Madame Bretodeau une demi-heure, je n'ai même pas le temps, puisque j'ai 30 malades dans la salle d'attente, et je vais en effet pas pouvoir lui parler. Vous habitez où, mangez quoi, vous travaillez où, est-ce qu'à la région on ouvre les fenêtres pour bien aérer, parce que la pollution de l'air intérieur s'accumule, surtout avec des panneaux d'agglomérés qu'on voit là, dans ces meubles en formaldéhyde. Bon, voilà. Il faut absolument trouver ces alliances pour être plus efficaces. Et donc, vous allez vous heurter à ça chez vos amis et avec certains politiques. Alors, souvent, on me dit, faut bien mourir de quelque chose. Alors, celle-là, je l'ai entendue, hein, quand j'explique qu'il faut prendre soin de soi, il faut bien mourir de quelque chose. Alors, quand c'est votre mère, votre père, votre
frère, votre fille, votre fils, c'est pas la même chanson, hein. Donc ça m'agace, quoi. Ou le bio, c'est pas bio, vous verrez qu'il y a, bon, il y a pas tant d'erreurs que ça. Ça sert à rien, j'abandonne. Ben oui, parce que tout seul, on va pas changer le monde, hein, c'est sûr, hein. Il faut trouver cette coordination avec tous. Et tu sais pas ce qui est bon. Ça, c'est mon copain dentiste. Oh, j'arrive, il mange bio chez moi, pas 100%, hein, c'est pas possible. Donc je lui fais du bien, je me fais du bien, je fais du bien à ma famille. Il me dit, tu me gonfles avec ton bio. Parce que lui, chez lui, je vais quand même manger chez lui, j'accepte son invitation, et je suis pas obtus. Chez lui, il va pas faire bio. Donc, il cherche ce qu'on appelle la cohérence. C'est juste après. La cohérence. Je veux faire, il faut qu'on soit en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc, lui, il veut pas faire, donc il dit, ben, ça sert à rien, tu sais pas ce qui est bon, patati patata. Ma belle-mère, il y a 2 magasins bio et pas bio, le prix c'est le même. Parce que figurez-vous on a un projet avec des agriculteurs, le lait bio nourri à l'herbe, donc plus riche en oméga 3, en oligo-éléments, à la production, il est moins cher que le lait conventionnel. 0,45 contre 0,50. Mais il n'arrive pas à le vendre, il est obligé de le mélanger à la coopérative avec le lait conventionnel. Je suis allé à la métropole de Lyon. Par contre, eux, ils transforment même en yaourt, etc. Donc, ils s'en sortent parce qu'ils font la transformation eux-mêmes. Mais à la production, il est moins cher. Donc, vous voyez un peu les intermédiaires après, ils vont faire que, la plupart du temps, le bio est plus cher, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, vous prenez moi, je n'achète pas, j'aime beaucoup le Pérou, je ne suis jamais allé, mais je n'achète pas l'avocat du Pérou au mois de hein, hors saison. Bon, j'achète les pommes, granny, françaises, bio et locales. Bon. Et donc, elle me dit, il y a un magasin bio, pas bio. J'ai dit, on va aller au bio, c'est mieux pour votre santé, vous allez voir les chiffres. Ah ben non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Elle a trouvé la cohérence au fait de ne pas y aller. Donc, il faut arriver à faire une petite action positive. C'est par exemple ne pas chauffer sa gamelle au micro-ondes, au repas, au boulot, dans du plastique. Parce que le plastique va passer à froid et encore plus à chaud dans l'aliment. Ça peut commencer simplement ça. Ou je vais au marché, ben, j'achète un fruit bio. Et puis après, on va vouloir être cohérent et continuer les bonnes actions positives. On ne pourra pas changer tout d'un coup. Et j'adore parce que c'est de moi, en fait. J'ai regardé sur Internet, c'est l'illusion mensongère du moi tout-puissant. C'est très beau. C'est-à-dire que oui, on est vulnérable. Nous, on le sait au boulot. Hein. On est vulnérable, mais il faut prendre soin de soi. C'est le Dalai Lama qui a dit ça, mais on peut le dire aussi, pour bien prendre soin des autres, il faut d'abord bien prendre soin de soi. Donc, commencez par vous. Donc, vous allez vous heurter à ça, et il faudra donc trouver les arguments pour faire changer. Donc, j'étais à la COP 84 l'année dernière, organisée par la préfecture, et on parlait notamment des chaleurs et du stress hydrique qui allait avoir lieu. Donc, ça, c'est une diapo du ministère. Donc, vous voyez que notre région est particulièrement exposée, puisqu'en 2030, nous avons déjà beaucoup de canicules et de nuits tropicales, c'est plus de 20 degrés, plus de 120 jours en 2100, parce que la France est un peu plus 4 degrés contre 3 degrés, si tout va bien, entre guillemets. Et donc, 120 jours à plus de 30 degrés. Donc, il y aura un problème de chaleur. Et d'ailleurs, la France aura, à Marseille notamment, le climat de Séville. Alors, j'ai regardé Séville. Température moyenne été, 38 degrés. En 2024, pic à 47 degrés. Si vous marchez, ça m'avait un peu agacé à la COP, si vous marchez sur un trottoir noir de bitume, ce n'est pas 47 degrés, c'est 70 degrés. Et donc, on disait, il faut protéger les personnes âgées. Mais j'ai dit, mais quelqu'un qui sort d'une chimiothérapie, un enfant avec une maman avec sa poussette, 70 degrés, c'est tout aussi mauvais. Un travailleur, quand il fait 48 degrés à l'ombre. Et donc, il faut avoir, c'était pas que les personnes âgées, il faut avoir cette vision beaucoup plus large. Et donc, il faut absolument préparer nos vies. Je vous ai mis 2 exemples sur Paris. Regardez, c'est les grands boulevards, c'est avenue de Rivoli et le bois de Vincennes, le même jour. Donc, vous voyez, une zone très urbanisée, en rouge, à gauche, les grands boulevards, il fait très, très chaud. Et puis, un truc bleu, là, où il fait frais, c'est le square Louvois. Ah,
J'ai mis la photo. Et en bas à droite, à Vincennes, au contraire, il fait frais, il y a beaucoup d'arbres. Et puis il y a un point rouge. J'ai mis la flèche. C'est la foire du trône. Pour ceux qui se rappellent, c'est là où il y a les manèges sur du goudron. Oui, c'est écrit, c'est petit, mais c'est pour dire qu'il faut absolument verdir les villes. Et pas seulement pour la chaleur, mais en plus, la nature, ce sera moins de bruit, ce sera moins de stress, et donc moins de maladies cardiovasculaires, hein, etc., etc. Parce qu'en fait, si la température idéale de vie, c'est entre 20 et 25 degrés. S'il fait froid, on meurt plus. S'il fait chaud, vous voyez, en haut à droite, on va mourir beaucoup plus. Et donc, si on ne veut pas que dans notre région, puisqu'on a le tourisme aussi comme compétence, on aille passer ses vacances dans le Finistère et le Morbihan, il faut absolument adapter les structures. Voilà les mortalités. Donc, en 2025, il y en a un peu moins dû aux canicules, 1444, mais quand même 17 000 hospitalisations pour soins d'urgence et 17 000, et 10 000 hospitalisations. Un peu plus l'année d'avant, 20 000 soins d'urgence et 10 000 hospitalisations. Et donc, c'est en Haute-Corse qu'il y a le plus de mortalité due à la canicule, 6%, alors qu'il n'y en a que 1% dans le Finistère et le Morbihan. Alors, j'étais à Brest il y a quelques jours. Il faisait plus chaud qu'ici, 19. En tout cas, c'est un sujet. Et de quoi on meurt quand il fait chaud? On ne meurt pas de quelqu'un enfermé dans la voiture. Ça peut arriver. Là, c'est arrivé à Istres. C'est un drame. D'abord, les personnes fragilisées. Donc, ce n'est pas que les vieux. C'est les enfants, les femmes enceintes, les malades, les travailleurs, l'accès aux soins et les gens qui sont dans des zones où il n'y a pas d'arbres, où c'est des grands immeubles, c'est mal isolé, à la fois pour le froid et pour la chaleur, et l'isolement social. L'isolement social, c'est fondamental. Quand je dis aux mairies, ce n'est pas le 3 juillet qu'il faut se préoccuper de quels sont les patients, les gens qui vont être les plus à risque, c'est avant, avec les comités de quartier, qu'il faut repérer ces gens pour pas qu'ils soient isolés et qu'on puisse les sortir du caca au bon moment. On a eu le même problème pour le Covid. Et on meurt en premier du cœur. Pourquoi? C'est surtout les personnes âgées de plus de 75 ans qui ont déjà des pathologies. Parce qu'en fait, quand il fait chaud, on veut transpirer, le corps veut transpirer, dérive le sang vers la peau. En dérivant ce sang vers la peau pour transpirer, le retour du sang au cœur se fait plus difficilement et le cœur travaille plus. Et ces gens qui ont déjà des pathologies décompensent. La première cause est cardiovasculaire de décès. Après respiratoire, parce qu'il y a l'ozone évidemment, hein, qui a une toxicité essentiellement respiratoire. Rénale, parce qu'il peut y avoir quand même de la déshydratation associée. Et donc, tout ça peut se lier évidemment. Et puis derrière, évidemment, maladie vectorielle. Il peut y avoir le chikungunya a quasiment colonisé le moustique tigre, pardon, a quasiment colonisé la France entière. Et donc, plus de risque de dengue, plus de chikungunya. Maladie de transmission hydrique, on le voit quand il y a les orages. À Bandol, ils ferment la plage. À Marseille, l'Uvonne est fermée. Donc là aussi, ça déborde et les stations d'épuration ne sont pas adaptées. Et la santé mentale, évidemment, l'inquiétude, l'éco-anxiété pour le futur et la santé mentale qui est perturbée quand il y a ces événements. On se sent forcément pas bien. Et donc, il faut préparer tout ça. Et en préparant ça, j'ai pensé au lycée, puisque les écoles, on les verdit. Regardez cette étude finlandaise sur le verdissement des cours d'école. Donc, un, il fait moins chaud. Deux, le climat social est meilleur parce que ce n'est pas les mêmes qui prennent le ballon au milieu et qui empêchent les autres d'utiliser. Trois, important, ça renforce vos microbiotes chez les enfants. Là-bas, eh bien, il y a plus de bactéries non pathogènes et moins de bactéries pathogènes dans l'intestin et sur la peau. Donc, meilleure immunité, meilleure protection contre les pathologies. Alors, les lycées, souvent, c'est plus aéré. Mais je me rappelle mon lycée Mistral à Avignon, oh, c'est goudron, mort de plaine. Donc, il faut se préoccuper des lycées et il faut faire comme dans la diapo précédente ici. Ici, il faut faire des cartographies des chaleurs pour voir, vous n'avez pas commencé à faire tous les lycées d'un coup, alors ceux qui sont les plus exposés. Il faut un diagnostic, c'est simple. Pour avoir un bon traitement, il faut un bon diagnostic. Et donc, cartographie du bruit, cartographie de la chaleur, ça peut être voilà, pour cibler les plus importants. Sinon, en effet, on va faire travailler les jeunes de 5 heures du matin à 10 heures du matin. Donc, j'ai pensé inexorablement au lycée, pas seulement pour la chaleur, mais aussi pour l'amélioration des microbiotes.
Toujours dans l'esprit des écoles, la pollution de l'air, puisque maintenant, il y a les rues aux écoles. Là c'est pareil, les lycées, souvent, l'accès est plus facile que les petites écoles avec des petites rues enclavées où la pollution s'accumule. Mais regardez la pollution de l'air, et donc là, vous avez quand même les déplacements. Santé publique France nous dit 48 000 décès par an, donc 40 000 pour les particules et après les oxydes d'azote et l'ozone. Mais Harvard a fait une étude, dit c'est pas 48 000, c'est 97 000 en France. La Société européenne de cardiologie a fait une étude, c'est 67 000. Donc 48 000, je t'avoue que c'est l'élément minimum, hein, que d'autres études sérieuses disent que c'est plus. Et donc la première cause de mortalité de la pollution de l'air, ben, c'est le cœur, toujours pareil. C'est certains cancers, poumons, leucémie, c'est les pathologies respiratoires, le diabète, parce que l'inflammation liée à la pollution de l'air perturbe votre équilibre glycémique. Un diabète sur 7 serait lié à la pollution de l'air. C'est pour ça que vous avez vu que les sociétés savantes au début incluaient le diabète. Bien sûr, c'est les enfants prématurés de bas point de naissance, c'est l'hypertension pendant la grossesse, et c'est le cerveau. Si vous habitez de voies polluées, vous avez plus de risques d'Alzheimer, d'autisme. Même à l'école, les enfants exposés à une pollution parce que il y a une route très passante, que les écoles n'ont pas pas de VMC, pas de filtration d'air, et bien donc ça diminue les capacités cognitives de l'enfant. Rassurez-vous, chez les personnes âgées, c'est pareil, puisque ça favorise Alzheimer, donc il n'y a pas les petits. L'inflammation liée aux particules diminue nos capacités cognitives. Et ça, c'est l'European Journal, donc, qui a dit qu'à 67 000 décès en France, ça, on est pour les décès essentiellement cardio, neurovasculaires, AVC et cardiopathie ischémique. C'est vraiment le cœur. Moi, je suis cardiologue, donc. Mais aussi, il y a les facteurs infectieux. Là, c'est une étude faite aussi par l'adresse en 2024. Si on avait réduit de 1% les principaux polluants de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les particules et les dioxydes d'azote, on éviterait 2000 cas d'hospitalisation pour bronchiolite, 1800 cas d'hospitalisation pour asthme et plus de 6000 cas pour des traitements augmentés. Si on diminue de 1% la pollution. Donc, ce n'est pas que la mort, c'est aussi les pathologies de ce style qui handicapent tous les jours les familles. Et donc là, c'est compliqué là, mais en fait, c'est l'inflammation, le stress oxydatif des particules qui va générer. Figurez-vous que pour ceux qui ont eu beaucoup de cholestérol, le cholestérol ne bouche les artères, le mauvais cholestérol, le LDL, que s'il est oxydé. S'il n'est pas oxydé, il ne va pas boucher l'artère. Or, la pollution de l'air, comme plein de polluants, oxyde. Il se trouve qu'il y a un labo marseillais qui va proposer le LDL oxydé bientôt, au mois de mai. Ça ne sera pas remboursé. Hein. Et ça permettra de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de mauvais cholestérol, mais que s'il est oxydé, il faut sûrement le traiter. Et à l'inverse, ceux qui ont un peu, on dira, il faut vous traiter. S'il n'est pas oxydé, peut-être qu'on pourra ne pas être aussi agressif. Et à l'inverse, donc, ceux qui sont oxydés même peu, être encore plus agressifs. Donc, ça va être une avancée considérable. Mais voilà, si votre LDL n'est pas oxydé, ça ne bouge pas. Et le bon cholestérol, lui, il est là pour empêcher le mauvais de s'oxyder. Malheureusement, la pollution l'oxyde aussi et il ne remplit pas son rôle. Et donc, il n'est pas efficace. À Tokyo, ils ont arrêté le diesel. Là, il y a les ZFE. Il y a un problème social, évidemment, favoriser les transports. Mais ils ont arrêté le diesel à Tokyo en l'an 2000. Ils ont comparé avec Osaka. Ils sont passés de 24 microgrammes. C'était dans la norme européenne. Hein, la norme européenne est à 25 microgrammes de particules fines de 5. Ils étaient à 24, ils sont passés à 18. Loin des recommandations OMS qui sont maintenant à 5. Là, il est sorti, il n'y a qu'en Europe, l'Estonie et l'Islande qui respectent ça, l'Australie, évidemment, dans une rue de Sydney Canyon, elle ne respecte pas, mais en moyenne sur l'Australie, puis quelques îles, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie. Ils sont passés de 24 à 18. La mortalité toute cause a baissé de 6%. 6% de morts en moins. 11% de morts cardiovasculaires en moins. 10% de morts, 22% de morts pulmonaires en moins.
Donc, quand là, on a interdit les ZFE, je veux dire, il faut réfléchir un peu, trouver des solutions pour que ce soit acceptable. Mais quand même, je pense que si on a envie que les gens soient en bonne santé, il faut réfléchir. Alors maintenant, on vous dit que les particules, si vous écoutez l'ADEME ou Atmosud, les particules fines de 5 ont diminué en France. 25 microgrammes, l'objectif OMS c'est 5, mais on n'y arrivera jamais. Hein. Aux États-Unis, on dit toujours aux États-Unis c'est moins bon, mais ça fait plus de 15 ans, c'est à 12, la norme. Hein. 25, 12. Donc le Conseil de l'Europe a décidé en effet de baisser les normes, puisque c'était beaucoup trop. Mais maintenant, on s'inquiète des particules ultra fines. Votre filtre diesel, il va enlever les grosses particules, mais il va fabriquer des ultra fines. Vos chauffages au bois, et là on est un peu avec l'ADEME voilà, en tension, parce que ça crée des particules ultra fines dans un foyer même de qualité. Bon, le foyer ouvert, non. Hein, moi, j'ai un copain cardiologue, il me dit, chaque fois que mes petits-enfants ils viennent, je fais un beau feu de cheminée. Ils viennent souvent. C'est encore plus cancérigène que le diesel, les hydrocarbures cancérigènes du bois. D'ailleurs, chez les pompiers, c'est une maladie professionnelle, cancer du poumon. J'ai dit, mais ne sois pas systématique. Ça ne dit pas de lui dire, tiens, arrête le feu de cheminée ouvert. Mais tu es un peu raisonnable, quoi. Et même les foyers fermés, ça crée des particules. Dès que vous ouvrez des particules ultra fines, le voisin, il morfle. Et l'aspect énergie renouvelable sur le bois, il faut 40 ou 50 ans pour que l'arbre repousse et qu'il absorbe le CO2. Bon. Donc, on est un peu en tension. On voudrait que la filière bois construction reprenne, hein, soit beaucoup plus efficace. On a la chance, il n'y a pas trop de scolytes dans nos forêts, contrairement aux forêts de l'Est qui sont en mauvais état. Notre forêt absorbe à peu près la même quantité de carbone, mais elle va souffrir avec la chaleur, avec les canicules, elle va souffrir. Donc, il faut vraiment... D'ailleurs, un mec de l'Office national des forêts m'avait dit, si on plante 1 million d'arbres, il y en a déjà 500 000 qui meurent. Donc, voilà, c'est un sujet, la filière bois construction, et le fait que les particules ultra fines, l'ADEME avait fait un bilan, mais sur les rejets, on l'attend toujours, ce rapport sur l'émission de particules ultra fines, qui serait au moins 2 fois supérieur, même sur les chauffages au bois d'hyperfondre. Et ça augmente les pathologies respiratoires, ça augmente avec les cancers, ça augmente les pathologies cardiovasculaires, comme vous voyez, cette exposition aux particules ultra fines, que vous avez par exemple près des voies de circulation. Hein. D'ailleurs, regardez, je l'ai mis en bas, sur des sites de circulation, on est à 41 000 en moyenne. Sur la RN20 à Paris, on peut aller jusqu'à plus de 100 150 000 particules par centimètre cube. Hein. Et sur le périph' à Paris, à peu près 100 000 particules par... Et donc, quand je vois encore les stades qui sont au bord de l'autoroute, ça, c'est un truc... je leur dis, vous courez que sur le bord du terrain le plus loin de l'autoroute. Sur l'air intérieur, donc on en a un bon exemple ici. Je cherche l'aération sur l'air intérieur. Alors, le Sénat dit c'est 20 milliards d'euros par an, pardon. C'est beaucoup de pathologies essentiellement respiratoires. Et que si on avait une bonne ventilation, donc dans les vieux bâtiments, il n'y en a pas forcément, une filtration d'air extérieur chez les zones exposées, village olympique à Paris, qui est transformé en cité universitaire près de l'autoroute qui est au nord de Versailles-Denis, ils ont mis des filtres à particules. Ça marche. Et évidemment, à l'intérieur, vous évitez de faire brûler des bougies, les feux de bois, etc. Vous y diminuez les risques pour la santé de 20 à 44%. Et nous avons fait, d'ailleurs subventionné par la région avec l'URPS, mon association, et l'URPS PACA, médecins libéraux, ça ne passe plus. Si, ça y est, on a fait des fiches, vous voyez, il y a Atmos Sud, il y a l'ARS, il y a la région Sud, des petites fiches où on reprend ce que je vous ai dit, aérer, ventiler et ne pas introduire des polluants à l'extérieur. Et là, on va tomber sur le ménage du coup. Et oui, parce que les polluants, vous avez vu, il y a les pchits. Et donc, à une époque, on désinfectait les plages quand il y avait le Covid. C'est amusant, hein? Regardez ces deux courbes. La courbe en pointillé, je suis chez moi, sur la table, j'ai mis du désinfectant en pointillé. Et donc, la courbe représente les germes.
voyez qu'au bout de 2 heures, la courbe unie, où je n'ai pas mis de désinfectant, et la courbe avec désinfectant se rejoignent. 2 heures après, il y a une recolonisation de l'endroit qui fait que ça n'a servi à rien, sauf épidémie. Hein. D'ailleurs, pour Covid, c'est éthanol. Hein. Savon, parce que ça... Savon, mais bon, on n'a pas toujours du savon, ou éthanol, qui est peu toxique environnementalement. Donc, ça ne sert à rien de désinfecter. On a fait un guide bioménage avec Philippe Karenko du CHU d'Hyères qui a réussi à réduire de 50% l'usage des biocides dans les établissements hospitaliers de la région, qui a fait notre guide bioménage, il va sortir un guide ménage pour l'État, il va sortir pour l'ensemble des Français. Ça ne sert à rien. Donc, la javel dans la cuvette de WC, les bactéries sont sous le tartre, ça ne détartre pas, ça n'enlèvera pas les bactéries. Et donc, il faut s'inspirer donc de ces outils pour désinfecter. Et dans les écoles, les lycées ou les bâtiments, ça ne sert à rien de désinfecter, c'est la microfibre pour dépoussiérer. 90% du ménage, c'est la microfibre. Et après, éventuellement, la vapeur, par exemple, qui sont extrêmement efficaces. Dans les établissements hospitaliers, sauf le bloc, on remet des bactéries, des probiotiques, pour réensemencer, pour éviter que les mauvaises viennent. Si vous désinfectez, vous tuez les bonnes bactéries, les mauvaises vont pouvoir proliférer. Et pour vos stations d'épuration, eh bien, ce n'est pas une bonne idée, puisque, évidemment, ça va favoriser le développement des bactéries résistantes. Donc, quand on vous dit qu'il faut diminuer les antibiotiques parce qu'il y a un risque d'antibiorésistance, ça sera des millions de morts, puisqu'on ne crée plus d'antibiotiques nouveaux, les biocides ont la même capacité de créer des résistances des bactéries et donc favoriser l'antibiorésistance. D'ailleurs, je vous ai mis le guide bioménage. Donc, il faut une éducation de tout le personnel pour faire le ménage et trouver les techniques et s'inspirer de ce qui se fait à l'hôpital. En plus, ils ont fait des économies parce qu'ils ont acheté beaucoup moins de produits. Donc, en plus, c'est rentable. Bon, on n'est pas presque fini. On va savoir ce qu'on va manger à midi. Et alors là, on va parler des perturbateurs endocriniens. Donc des pesticides, évidemment. Vous verrez, les PCB, c'est ces fameux dont j'ai parlé au début, c'est ce qui s'accumule dans la chaîne alimentaire, notamment les poissons. Donc, évitez de manger les gros poissons. Espadon, thon, de façon, il y a même dans les boîtes de thon, hein, avec du mercure. Il y en a trop, il faut privilégier. On est dans le sud, la sardine. Et le hareng, un peu le maquereau. Alors, pas le vieux maquereau, parce que plus il est vieux, plus il aura accumulé dans ses graisses les toxiques. Bon, en tout cas, il faut manger du poisson, c'est 2 fois par semaine, dont un gras. Et ces gras, il faut qu'ils soient petits. Et donc, éviter les gros prédateurs qui vont accumuler les polluants. Les biphénols. Les biphénols, c'est les emballages alimentaires. C'est quoi? C'est la canette de soda dans laquelle, à l'intérieur, sur l'alu, il y a une résine qui peut contenir du biphénol. Alors, le A a été interdit, mais il peut y avoir du S, du F qui sont tout aussi agressifs. Mais on a interdit que le A, on n'a pas interdit les autres, parce que, voilà, pour ça que nous, on est favorable à une interdiction par famille. Hein. C'est la boîte de conserve. Boîte de conserve, pareil. Donc, préférez les conserves en verre. Je vous donne quelques éléments. Les phtalates, pareil, c'est peut-être un composant du plastique. Là, par exemple, ça permet à ma chaise d'être particulièrement souple. Et donc, il y en a dans les sols PVC. Là, je vois un magnifique sol PVC. Eh bien, à l'érosion, eh bien, des particules de phtalates peuvent être dans l'atmosphère et vous allez être contaminé. Comme vous ne pouvez pas refaire tous les locaux de la région en mettant du carrelage, eh bien, vous allez aérer pour faire sortir les polluants, tout simplement, comme le formaldéhyde qu'il va y avoir, donc, qui est cancérigène, qui favorise l'allergie, l'asthme, qui est présent dans ces panneaux d'agglomérés, aération, ventilation. Les phtalates, donc, ce n'est pas les seuls plastiques. Je suis intervenu à Strasbourg pour Cantine sans plastique. Les cantines, ils apportaient les trucs en plastique en polypropylène. C'est le triangle avec le 5. Soi-disant pas très agressif, pas de biphénol, pas de phtalates. Et l'Institut national de la consommation a fait une étude sur la moussaka dans ces barquettes-là. Et montré qu'à froid, eh bien, des éléments de ce polypropylène, on vous dit micro-ondes compatibles. Passaient dans l'aliment. Et qu'est-ce qui passait dans l'aliment? Des huiles minérales. Des poches
polyoléfine ou mineral oil saturé, bon, poche ou moche. Et quand tu regardes l'huile minérale, ce n'est pas l'huile d'olive ou de colza, hein. C'est des huiles pour moteur, c'est des lubrifiants pour moteur. Les plus gros fabricants étaient Exxon Valdez, Total, etc. Et donc, ça passe. Donc, l'adjoint, donc j'explique ça, et l'adjoint à la santé de Strasbourg me dit, mais est-ce que vous avez prouvé que mettre un peu d'huile pour moteur tous les jours dans la nourriture de vos enfants, c'est toxique? C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça à 1 million d'enfants qui vont manger dans du verre et 1 million qui vont manger avec un peu d'huile pour moteur tous les jours. Mais si on peut faire autrement, c'est mieux. Et Strasbourg était une des premières en France à remplacer les barquettes qui jetaient en plus gros gaspillage, par remettre de l'inox. Problème de troubles musculo-squelettiques, bien sûr, ça ne s'est pas fait en 2 jours, hein. Ils ont mis 3 ans pour que le personnel puisse manipuler sans se faire mal au dos, remettre des éviers dans les cantines, parce qu'il ne faisaient plus la vaisselle, ils balançaient tout. Donc il y a une période de transition, la majorité des villes le reprennent en France, mais dans les lycées, il faudra voir un peu si, parce qu'il y a les tout petits, mais pourquoi l'ado n'aurait pas droit aussi à bouffer sans huile pour moteur, hein? Donc il faudra voir un peu les cantines des lycées, comment ça se passe. En tout cas, les perfluorés, on en trouve aussi. Il y en a dans les pesticides, vous allez voir le chiffre, et les cartons de fast-food. Si vous allez acheter un carton avec de la frite, s'il n'est pas gras, c'est-à-dire qu'il est traité avec ces perfluorés qui repoussent le gras, c'est les poils téflon. Si vous avez un habit là, rappelez-moi votre nom. Je ne sais pas si je vous le dis. Guédu. Si M. Guédu, Philippe Guédu est là, il a une belle veste. Si je renverse un peu d'eau et d'huile dessus, peut-être que l'eau et l'huile ne vont pas rentrer dans la veste, elle va le repousser parce qu'elle est traitée à ces PFAS. C'est un enjeu majeur parce que c'est comme le cadmium, il y a multipathologie. Il y a eu 3 rapports cette année, le Haut Conseil à la stratégie et la prévention, l'ANSES et l'Académie des sciences, qui dit qu'il faut absolument réduire à la source la pollution des PFAS. Et vous verrez que dans les pesticides, dans 12% des pesticides, il y a des PFAS qui contaminent nos aliments. Les polybromés, bon, je passe les détails sur les autres. Et donc, quelles sont les recommandations alimentaires? On vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ok? Des légumes secs, pois chiches, lentilles, 1 fois par semaine, des amandes et des noix, et 500 grammes de viande par semaine, de 150 grammes maximum de charcuterie par semaine, pas de produits ultra transformés. Et c'est écrit officiellement, fruits, légumes, céréales légumineuses, privilégiez ceux cultivés en bio. C'est écrit officiellement dans les recommandations nationales. Qui respecte ça? Eh bien, il n'y a que 3/4 des gens qui mangent moins de 5 fruits et légumes par jour. Et on peut retenir aussi qu'il y en a 2 tiers qui mangent plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Pardon. Okay? Donc, ce n'est pas respecté. Il est marqué bio. Les pesticides, ça donne toute une série de pathologies. Il y a eu 2 rapports INSERM 2013-2021. Donc, le spermatozoïde, ça favorise les cancers, prostate, myélome, lymphome, c'est des cancers professionnels de l'agriculteur, qui est le premier exposé. Parkinson, maladie professionnelle de l'agriculteur. Et en 2021, on a rajouté cancer chez l'enfant quand il est exposé pendant la grossesse, même en situation environnementale. C'est-à-dire que vous êtes près d'un champ où il y a des épandages faits sans concertation, etc. Et c'est l'étude Pestil a confirmé que ce n'était pas à 5 mètres de la clôture qu'on retrouvait des pesticides, ça peut être à plusieurs centaines de mètres, c'était évident, mais il fallait que ce soit rentré. Et donc, cancer chez l'enfant exposé. Ça me fait penser aux animaux qui ont les colliers antitiques, c'est pareil, le petit qui tripote le collier antitique, il bouffe du pesticide. Donc là aussi, il y a d'autres méthodes. Nous, on a fait un guide avec les éco-vétérinaires sur comment éviter ces contacts inappropriés. Et les troubles cognitifs, parce que beaucoup de pesticides sont neurotoxiques, donc ça ne rend pas plus intelligent. BioNutrinet, sur lequel l'État se base pour dire qu'il faut manger bio, nous dit, si vous mangez bio, c'est-à-dire à peu près 3/4 bio, entre 50 à 75%, vous avez un risque de développer un cancer, qui est diminué de 25%. Si vous mangez bio, pas 100%, vous avez moins 25% de développer un cancer. Sur, d'après l'OMS, 480 000 nouveaux cas de cancer. Moins de risque de diabète, moins de risque d'obésité, de surpoids et un impact à gaz à effet de serre. Quand je vais à la COP 84, qu'on nous dit le stress hydrique, c'est très important, comment on va faire la plaine à Carpentras pour avoir assez d'eau pour arroser,
Et j'ai dit, la concentration de pesticides, si on ne réduit pas, qu'est-ce qu'elle va être cette eau? Va-t-elle être un petit peu à traiter en tout cas? Et donc, c'est pareil. On pense au stress hydrique, on doit penser à la qualité de l'eau qu'il va y avoir dans ces nappes. Donc, si je suis invité à la COP 13 ou la COP région, ben, je dirais la même chose. OK? Et regardez celle-là, elle est extraordinaire. Une étude de Harvard. Sur 160 000 personnes suivies plus de 20 ans, on n'a pas de cohorte en France. On a comparé des gens qui mangeaient 4 fruits et légumes par jour et plus, peu contaminés, donc on va dire que le bio c'est peu contaminé, par rapport à très contaminé. Parce que eux, en fonction de si vous mangez un kiwi, vous n'aurez que 20% des kiwis contaminés, les kiwis non bio. Par contre, si vous mangez des cerises, 80-90% des cerises sont contaminées, hein, parfois avec plusieurs pesticides. Bon. 4 fruits et légumes et plus par jour par rapport à moins de 1, 0, on va dire, moins 36% de risque de mortalité en moins. Si vous mangez ces fruits et légumes. Par contre, si vous mangez ces 4 fruits et légumes et plus par jour très contaminés par rapport à pas du tout, il n'y a pas de différence de risque de mortalité. Le bénéfice d'une diminution du risque de mortalité qui est gigantesque, moins 36%, il est perdu. Donc, si tu ne favorises pas le bio, et donc, exemple, dans les fruits non bio, ben 80% on trouve un pesticide, dont 34% un pesticide PFAS, 67% un résidu perturbateur endocrinien. Chez les légumes, c'est moins, 40%, c'est les endives, particulièrement les légumes à feuilles, les céréales, 56%. Bon. Ça a sauté. Pourtant, c'était important, ça. Là. Oui, alors attendez. On entend toujours. Alors, la diapo d'après, c'était pour montrer qu'on ne vient pas de nulle part et de les effets des perturbateurs, des pesticides, parce que beaucoup sont perturbateurs endocriniens. Il y a une diapo sur les oursins. Les oursins, c'est l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'environnement qui est à la fac de pharmacie à Marseille, qui a fait cette étude sur les oursins. Figurez-vous qu'on a 70% d'ADN commun en plein écran. C'est où? C'est là. 70% d'ADN commun avec les oursins. C'est quand même prodigieux. On a les mêmes récepteurs des hormones mâles avec les oursins que les oursins, et même récepteurs thyroïdiens, le TR-bêta, avec les oursins. Alors, il y en a un qui m'a demandé, mais avec la banane, on a combien d'ADN commun? On a 50% d'ADN commun avec la banane. Hein. Eh bien, donc, on a testé ces récepteurs avec de la chlordécone, ce pesticide des Antilles, et avec du propylparabène, qui est un conservateur que vous pouvez trouver dans vos crèmes ou dans l'alimentation. Les parabènes, c'est de E215 à E219. Et vous voyez que toute petite dose, en rouge, l'effet sur le récepteur est beaucoup plus fort qu'à forte dose en bleu. Donc, le problème des perturbateurs endocriniens de ces pesticides, le chlordécone et du parabène, c'est qu'à petite dose, il peut avoir un effet beaucoup plus fort qu'à forte dose. Donc, la toxicologie disant je ne dépasse pas cette dose, je risque rien, eh bien là, c'est faux. C'est parfois vrai, hein, bien entendu. Et sur le TR-bêta, vous voyez qu'à toute petite dose, il n'y a pas d'effet, à forte dose, il y a peu d'effet, c'est à dose moyenne qu'il y a beaucoup d'effets. Ça rajoute à la complexité du sujet. Ça, c'est l'épiphace. Vous voyez la totalité des pathologies, thyroïde, baisse de l'immunité, cardiovasculaire, manque de cholestérol, dommage du foie, cancer du rein, cancer du testicule, altération de la déroprotoxicité, enfants de petits poids. Ben, l'État, quand même, l'Académie des sciences, le Haut Conseil de la stratégie en fait une priorité. Et donc, on retrouve malheureusement, je vous l'ai mis là, 12%. Dans 12% des pesticides, on retrouve des résidus PFAS parce qu'ils sont autorisés. Alors, dans certains médicaments antibiotiques à base de fluor, hein, même dans le Prozac, il y a des perfluorés, mais bon, les doses sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus faibles, pardon. Donc, ce n'est pas que les perfluorés, les PFAS, ce n'est pas que les facteurs industriels, les pollutions industrielles. C'est aussi ces facteurs où on en met directement dans la terre. Et dans le bio, ben, on n'a pas le droit d'utiliser les pesticides conventionnels. Donc, il faut absolument trouver les débouchés locaux et aider les agriculteurs à la transition, et bien sûr à vivre correctement. Le cadmium, c'est le même sujet.
multipathologie, la voilà, je vous l'ai mis là, cardiovasculaire, les os, les cancers, notamment pancréas, c'est un facteur de risque, baisse de l'immunité, c'est neurotoxique, enfin bon, c'est des litanies. Ces deux éléments sont les éléments majeurs, parce que ce sont des polluants persistants, ils persistent aussi dans votre corps, et c'est majeur. Et on est très très inquiet, puisque en France, entre l'étude nationale nutrition santé de 2005-2006, on était à 0,29 microgrammes par gramme de créatine dans les urines. On est passé à 0,57 dans l'étude Esteban 10 ans après. Ils ont prévu l'étude Alban, qui va sortir dans 3-4 ans. Et il y a un gros delta homme-femme, parce que quand vous mangez des aliments, donc le cadmium est dans les sols, favorisé par les engrais phosphatés qu'on achète, qui sont hélas trop riches en cadmium, remontent dans les plantes essentiellement tous les dérivés du pain et des céréales, donc céréales, pain et dérivés, pommes de terre et dérivés. Après, il y a les gros contributeurs comme le chocolat, les biscuits, les algues, les mollusques. Et donc, dans l'intestin, il y a une protéine qui transporte les métaux, qui fait rentrer le métal dans le corps. Et donc, s'il y a un déficit en fer, s'il y a un déficit en cuivre, en zinc, le cadmium va rentrer beaucoup plus. Et les femmes ont beaucoup de déficit en fer. 25% des femmes ont un déficit en fer. Donc, l'explication de cette surcontamination, c'est sûrement ça. Et chez les enfants, pour la première fois, ça a été dosé à Esteban en 2014-2016, les enfants de 6 à 10 ans ont en moyenne 0,31, plus que les adultes 10 ans avant. Et donc, comme ça va augmenter tout au long de leur vie, ils vont arriver à des taux où toutes ces pathologies décrites, donc il y a un gros souci pour les adultes et pour les enfants. Il faut absolument réduire. La cadmiurie va être, la Caisse nationale d'assurance maladie a une réunion il y a quelques jours. On a fixé le prix de la cadmiurie à 27,50 € parce qu'on a obtenu ça, qu'elle soit remboursable. Donc, sur 27,50 €, on attend le décret pour dire aux gens qui auront des taux trop élevés, qui seront ciblés en fonction d'un interrogatoire alimentaire, hein, évidemment. Femmes, fumeurs, ouais, parce que dans le tabac, il y en a, hein, il ne faut pas fumer, hein, on a bien compris. Qui seront ciblés, on pourra leur donner des conseils de réduction, c'est déjà fait sur notre site, et surtout dépister les pathologies. Si on vous dose le cholestérol, vous fumez, on dépiste les pathologies. Mais là, ce sera la même chose. Malheureusement, ce ne sera pas que le cœur ou le cancer du poumon pour le tabac. Ce sera aussi les reins, ce sera aussi la reproduction, ce sera aussi le cerveau. Enfin bon, c'est sans fin. Donc, c'est vraiment un sujet majeur. Il y a une proposition de loi qui a été déposée, mais qui n'avait pas pu être débattue il y a 3 semaines à l'Assemblée, parce que c'était dans une niche parlementaire. Mais c'est quand même un souci. Dans le bio, ça ne passe plus. Une grande méta-analyse nous dit qu'il y a 48% en moyenne de moins de cadmium dans le bio. Donc 2, 4, parfois plus résidus de pesticides en moins, 2 fois moins de cadmium en moins. En plus d'une qualité nutritionnelle qui est bien meilleure, plus d'oméga 3, plus d'oligo-éléments, plus de phénol. Et donc c'est important. C'est bloqué, mais j'ai fini. Dans le Nord, on a fait avec des agriculteurs du pays de Douai et du pays d'Armagnac, aidés par l'ARS Hauts-de-France et par Bio Hauts-de-France, un projet qui s'appelle une agriculture au service de la santé et de l'environnement des territoires. C'est-à-dire que quand l'agriculteur fait sa transition pour aller jusqu'au bio au maximum, mais déjà réduire les pesticides, réduire les intrants, donc c'est pas passer au bio direct, hein, il a un bénéfice à la fois pour les bénéfices environnementaux, il a mis des haies, il a protégé les sources de captage d'eau, mais pour les économies de santé potentielles grâce au changement. C'est-à-dire moins de cancer, par exemple, chez l'agriculture, moins de cancer de la prostate, moins de myélome, etc., etc. Donc, on a valorisé, les collectivités vont donner des sous pour le service environnemental et de santé. C'est une expérience unique en France, mais qui voilà, cadmium, c'est les fiches que vous trouverez sur notre site, hein, c'est le kit cadmium. Et donc, voilà les acteurs sur l'agro-bio de France et nous, et l'ARS qui participent, l'agence de l'eau participe. Et donc, c'est quand même extrêmement important de favoriser ce type qui fait partie du programme national pour l'alimentation. Ça passe plus. Pour finir, j'ai eu la chance de faire la préface d'un livre avec Hubert Reeves qui s'appelait Notre santé et la biodiversité. Je vous annonce que le 8 avril sortira aux éditions Albin Michel un livre collectif de la SEF qui s'appellera Antitoxique, le guide des polluants cachés, qui est déjà disponible en précommande pour pouvoir protéger votre famille et vous-même.
Hubert Reeves, quand je lui disais, Hubert, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Il me disait, Pierre, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminé. Soyez déterminés et prenez soin de vous. Je vous remercie. C'est beau, oui. J'entends pas les applaudissements. Normalement, je finis, je dis, s'ouvre les applaudissements. Vous avez même Madame Cordoliani qui votera pour vous aux prochaines municipales. Ça me laisse un peu de temps pour séparer. Là, J'ai renoncé, j'ai renoncé. je ne sais pas si vous m'entendez, si on fonctionne comme ça. Bon, ça, c'est beaucoup ici. Oui, oui, on entend. Il y a quelques questions. Alors, très bien. Je vais mettre, je vais activer mon son. Voilà. Il y a quelques questions. Monsieur Souvé, déjà. Oui, je vais saluer M. Chabert qui s'en va quand même, Salut, qui est monsieur resté Chabert. jusque-là, il ne devait pas, mais je le remercie. Merci. Alors, vous avez de premières questions qui concernent, il me semble, la climatisation. Je vais noter. Vous avez évoqué la canicule et les effets de la canicule, mais quid de l'impact des climatiseurs, la climatisation sur le climat, n'est-ce pas un cercle vicieux? Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est sûr que vous allez chauffer l'extérieur, vous allez chauffer la rue. Malheureusement, des fois, il n'y a pas d'autre solution. Mais donc, il faut quand même, pour limiter, faire que l'environnement, l'organisation urbanistique et l'isolation des bâtiments soient faites pour limiter les dégâts. Voilà. On ne pourra pas s'en passer complètement, c'est évident. Mais bien sûr, ça participe en termes d'émissions à gaz à effet de serre. Mais un hôpital, je ne vois pas comment un hôpital, on peut ne pas le climatiser, un EHPAD ne pas le climatiser, quoi. La problématique, elle est là, quoi. On sera obligé de faire avec. Ok. Alors, juste avant de continuer, est-ce que vous pouvez... On a quelques Oui, petits soucis logistiques dans nos locaux. Ah, on me demande quel est le labo qui devrait faire le LLOCB. Écoutez, je ne fais pas de publicité, je n'ai pas d'action. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, c'est le labo Innovi. Il va proposer ça au mois de mai. Il propose déjà les anticorps anti-LDL oxydés. Parce que le LDL oxydé fabrique des anticorps. Mais là, ça va être plus précis. Voilà. Ils sont leur truc est à Sainte-Marthe, ils ont plusieurs, dans la région, plusieurs labos. Après, peut-être que d'autres labos vont s'y mettre, hein, mais en tout cas, c'est le seul que je connaisse. On avait aussi une remarque par rapport aux préconisations qui sont faites concernant les constructions. Alors, c'est une remarque, je ne sais pas si vous aurez une réponse à y apporter. Pourquoi les constructions récentes ne prennent pas en compte finalement ces préconisations, puisque les conséquences sont connues aujourd'hui de tous en matière de chaleur, d'isolation, de verdure dans les villes. On en entend beaucoup parler depuis un moment. Et pourtant, Alors là, ça commence à changer. Moi, à Bordeaux, par exemple, j'ai vu un immeuble en verre entièrement noir. Donc déjà, c'était assez surprenant. De la formation, il n'y a qu'une école d'architecture à Montpellier où il y a vraiment un cours santé environnement. Après, les conseils d'urbanisme, je pense à l'ORAV dans le Vaucluse, le CAUE ici, à Strasbourg, parce qu'ils sont très avancés, commencent quand même à prendre ça en compte, heureusement. Mais il y a un potentiel dans les écoles, chez les urbanistes et les architectes, un potentiel déficit de formation. Ensuite, l'élu aussi, il a un déficit de formation. Parce que si l'élu dit, moi, je ne choisis pas ce projet parce que ça va favoriser les îlots de chaleur. Et donc, en fait, c'est vraiment une formation multidisciplinaire, hein, des acteurs économiques et des élus et des agents des collectivités, parce que le chef de service, il peut conseiller son élu de façon très positive. Donc voilà, formation. Et avec des chiffres incontestables, quoi. Donc, complètement. Alors, on a une question, alors je vais un peu la transformer parce que la question initiale c'était est-ce que vous avez un pourcentage des catégories socioprofessionnelles qui peuvent se permettre de consommer le bio? Mais au-delà de cette question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui finalement à chacun de consommer bio selon vous? il y a
il y a donc la juste rémunération, je vous l'ai dit, avec l'agriculteur qui produit du lait à bio à un prix inférieur, donc il y a les intermédiaires qui font monter les prix. Hein, je vais le résumer comme ça. Deux, une offre insuffisante. Par exemple, à la métropole de Lyon, ils mangent à 51%, dans la métropole, dans les collèges et lycées, ils mangent à 51% bio. Et je dis, mais quand beaucoup les professeurs me disent, mais beaucoup d'élèves sortent, ne mangent pas à la cantine. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont autour du lycée? Mais ils n'ont que des fast-food. Donc, l'offre aussi est orientée vers de la mauvaise bouffe. Troisièmement, bien sûr, si je vais à Leclerc, ce n'est pas le bon exemple, mais bon, il n'y a que du bio qui viennent du bout du monde. Et donc, il faut prendre le temps d'aller dans un petit magasin, etc. Et souvent, les prix sont plus chers, pas les premiers prix. Moi, la botte de radis, il y avait 30 radis, elle était à 1,60 à Marseille et Fils. Hein, voilà, par exemple, ça peut être un autre. Donc, évidemment, je ne prends pas les pommes, à 6 euros, je prends les à 2,49. Mais il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'accès, et parfois il y a un problème économique. Donc, je ne pourrais pas vous dire la quantité. Sur les écoles, bon, Montsartou est l'exemple type, hein, puisqu'ils sont à 100% bio dans les écoles de Montsartou, parce qu'ils ont mis en maraîchage leurs terres pour les agriculteurs locaux qui fournissent les écoles. Et grâce à la lutte contre le gaspillage, le prix, en fait, n'est pas plus élevé que du traditionnel. À Brest, ils sont à 80%. Bon, là, la mairie a changé. Donc, c'est possible si on s'y attelle, mais tout ne se fera pas en un jour. Une ville comme Nice, Toulon, Marseille, c'est plus compliqué que Montsartou, hein, évidemment. Mais Brest y est arrivé. Lyon, la métropole, avec les agriculteurs locaux, y est arrivé. Donc, voilà. Mais on se heurte toujours à ça. Mais aussi, hein, si je vais à l'Estac, je ne sais pas s'il y a un vendeur de produits bio à l'Estac. Il y en a un? Ah, il y en a un. Bon, vous voyez, ça me rassure. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication en fait sur l'intérêt effectivement du bio? Vous parliez tout à l'heure des réflexes de personnes qui ne mangeaient pas bio et des réponses qu'elles pouvaient vous apporter. Je ne sais plus comment vous avez appelé ça, le surpuissant, le puissant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une catégorie socio-professionnelle qui ignore Oui, ben, les informations que vous nous avez données en fait? c'est comme pour le tabagisme, hein. Les gens les plus en difficulté, ben, ils ne sont pas insensibles, mais ils ont d'autres priorités. Et donc, il faut arriver, et le biais de l'éducation nationale, les habituer d'abord à connaître. Parce que plus vous connaissez jeune, plus vous avez après les bénéfices de la nature, le respect de la nature, etc. est important. Donc, il faut commencer jeune. Et à l'école, au lycée, ben, c'est en faisant la publicité. À Brest, la caisse, écoutez-moi bien, la caisse d'assurance maladie du Finistère a envoyé une fiche aux médecins pour les éléments de prévention sur les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Il y a écrit, si vous achetez des fruits et légumes, lavez-les bien et pelez-les. Il n'y a pas écrit privilégier le bio. Il n'est pas manger bio, privilégier le bio. C'est même pas écrit, alors que c'est une recommandation nationale et que l'ANSES, tout le monde le dit. Donc, ça aussi, le mec qui reçoit ça, il dit, bon, ben, je mange pas bio, je pèle, et ça suffit. Bien sûr qu'il faut peler et laver. Mais pour vous dire que même au niveau, et pour pareil, la DGS, on leur dit, est-ce que vous allez relayer nos kits cadmium signés par 15 unions de médecins sur 17 en France, c'est-à-dire les médecins libéraux, hein, tous les médecins libéraux. Ah ben non, comprenez, les Français, ils mangent des patates et du pain, ça va trop les perturber. Donc on ne fait rien. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des freins, parce qu'il ne faut pas bousculer la population. Bien sûr qu'il faut passer le message de façon intelligente, hein, c'est pas dire il faut manger bio, sinon vous allez mourir, bien d'accord. Mais arriver à les amener à un premier pas, et je vous dis, dans les lycées, les cantines, en faisant la publicité, votre fruit au lycée, il est bio, votre pomme est bio, elle est française, eh bien, ça peut être un premier pas. Vous m'aviez parlé, lorsqu'on a préparé cette conférence, de votre intervention auprès du rectorat et d'actions qui seront menées l'année prochaine par rapport justement aux cantines. Peut-être que vous pouvez en dire Ouais. 2 mots.
Donc, depuis 3 ans, avec le rectorat, on fait ça gratuitement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dans le réseau national, on fait des conférences pour les profs, 1 heure en visio pour leur expliquer donc, les enjeux, santé, environnement, biodiversité, le climat, ça va très vite. Et après, dans les classes en direct, c'est ça, CM1, CM2, 6e, 5e, et puis après, le 4e au lycée, sur la biodiversité, sur le climat, sur l'alimentation et sur les pollutions. C'est l'alimentation qui passionne le plus, notamment les petits. On est frappé. C'est un déluge de questions. D'ailleurs, on doit faire avec le rectorat un recueil des questions chez les petits, alors qu'au lycée, presque, il y a, Bon. Bon, voilà, ok, il y a un formatage déterminé. Et donc, il y a eu, l'année dernière, c'est plus de 500 établissements. Il faudrait qu'il y en ait des milliers, hein. Mais bon, c'est une première en France. Et l'année prochaine, ce sera l'année de la santé dans l'éducation nationale. Dès le mois de septembre, on fera un topo sur l'alimentation par une gastro-entérologue de Toulon qui s'appelle Martine Cotina, qui a fait plusieurs livres sur l'alimentation, lors de la fête de la science, en septembre, pour commencer à alimenter. Fin d'année, on refera nos visios pour les professeurs, pour les alimenter pour l'année prochaine, on refera nos cours, enfin, nos expos. Donc, c'est une demi-heure d'exposé adapté aux enfants et après une demi-heure de questions, hein. Mais là aussi, il y a des régions dans l'Est, on a beaucoup de gens de l'Est, très peu, par exemple, de l'Ouest. Et en PACA, c'est pareil, c'était très, c'était pas homogène. disparate. Donc là aussi, vous avez un rôle en disant aux profs, ben voilà, c'est gratuit, c'est le rectorat d'Aix-Marseille qui organise ça. D'ailleurs, nous rencontrons le recteur de région à Sainte-Cécile-les-Vignes, où il va y avoir la remise d'un prix environnemental pour les collèges par le rectorat. Donc, et donc voilà, je vous engage à nous envoyer vos adresses qu'on fera passer au rectorat pour que vous puissiez relayer donc, ces événements qu'on va faire pour l'année de la santé dans l'éducation nationale. Super. On revient sur la pollution de l'air, parce qu'on avait une question concernant l'aération des locaux et en particulier des bureaux. Alors, il faut savoir que la région, les agents régionaux, certains ont des bureaux qui donnent sur la passerelle. Vous avez dû arriver par là, sur l'autoroute. Donc, la question, c'était, mais comment on fait dans ces cas-là pour aérer? Puisque si on ouvre, voilà. Comment protéger notre santé quand on est dans cette situation-là? Donc, Atmosud a fait des capteurs qui sont capables, ça s'appelle modulaires, qui vont vous doser le taux de confinement, le CO2, donc qui n'est pas un toxique, mais qui montre qu'il faut, voilà, qu'il faut faire au même endroit. Et quand il y a trop de CO2, ben, votre capacité de réflexion est diminuée, vous êtes un peu plus mou, on va dire. Et il dose aussi les particules fines de 5. Donc, ce qu'on a proposé pour les écoles et les lycées, c'est qu'ils achètent tous un capteur, ça coûte 250 €, hein, ça dure 10 ans normalement, et qu'ils le fassent tourner dans les pièces. Donc, je suis sûr qu'Atmosud, vous les prêterez, vous faites le bilan dans votre pièce, et si vraiment c'est trop, en particules, c'est trop élevé, ou en taux de confinement, c'est trop élevé parce qu'il n'y a pas d'aération, eh bien, il faudra mettre un filtre pour les bureaux, pour que vous puissiez avoir de l'air et de l'air filtré. Merci. Bah, à Paris, j'ai eu le cas, à France Nature Environnement, pareil, ils sont sur le périph', et le mec, il ouvre la fenêtre du côté périph'. J'ai dit, mais ouvre de l'autre côté, quoi. Et des trucs tellement bêtes. Bon, là, je sais que vous ne pouvez pas ouvrir de l'autre côté. Non, je pense que des filtres. Effectivement, on va demander les petits capteurs. On a une remarque de Madame Clairfond, non, de Monsieur Clairfond, pardon, qui nous dit je vais avoir une question pour le moins incongrue, mais si à titre personnel je donne du poison à quelqu'un, je vais me retrouver avec un procès. Comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on sait et tout ce que vous nous avez dit, les entreprises et collectivités ne se retrouvent pas avec plus de soucis juridiques? Et donc, on a voilà, une autre personne qui nous dit qu'il y a une contradiction avec les lois de l'État, par exemple avec la loi du plomb. Eh oui. Enfin, notamment, on sait que c'est un sujet actuellement. Sous la loi du plomb, il y a eu une mobilisation donc, des pros de santé incroyable, puisque même le Conseil national de l'ordre des médecins a réagi en se positionnant contre. C'est la première fois hein, que le Conseil national réagit. Ouais, parce qu'on vous sortira toujours, ben, c'est multifactoriel. Évidemment, si je ne mange pas bio, je ne vais pas forcément avoir un cancer. Si je fume, je ne vais pas forcément avoir un cancer. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et donc, cette dilution des responsabilités fait que... Mais c'est une perte de chance, voilà. Corinne Lepage a attaqué, notamment sur les registres cancer, sur la loi
sur le cadmium, excusez-moi, sur l'inaction de l'État, que je vous redonne juste un truc sur le cadmium. En 2018, l'Europe a dit qu'il faut réduire le taux de cadmium dans les engrais phosphatés à 60 mg par kilo, puis après à 40, puis après à 20. L'Agence nationale française dit qu'il faut 20 pour arrêter de surcontaminer. La France est toujours à 90 mg kilo. La France ne s'est même pas alignée sur la norme européenne et encore moins sur la norme que réclame l'ANSES. Il y a un premier arrêté qui devait sortir début 2024 sur l'agenda de réduction de ces taux admissibles. Ça n'a pas eu lieu. Donc, et là, à nouveau, ils ont refait une commission avec l'IGEDD et le SGAR, le CGRR, et là aussi, ça ne sort pas. Donc, par exemple, je sais que Corinne Lepage a porté plainte contre l'État pour une action. Malheureusement, voilà, ça n'avance pas assez vite. Et voilà. Donc, c'était en tout cas pour inaction. Mais en effet, c'est une perte de chance, quoi, c'est clair. Hein. Merci. Joanne, je te laisse la parole. Je vois que tu as la main levée. Joanne, Joanne, c'est quoi? c'est la personne qui demande. Madame Musset. Bon, elle a dû. Madame Musset, c'est. Ah, ça y est. Merci infiniment pour ce constat très complet. J'avais déjà une petite information à communiquer parce que je ne suis pas certaine que mes collègues soient informés. Bon, moi-même, je suis à la planification avec Anne-Sophie et donc sous la direction de Jean-Baptiste Chabert. Mais je suis informée de l'existence du plan régional environnement santé qui est, on est au 4e plan qui est donc été établi pour la période 2022-2027 et adopté donc en plénière au mois de juillet 2025. Et l'essentiel des axes que vous avez abordés figurent dans ce plan. Donc si jamais vous avez l'occasion de le lire, je peux le faire passer à Anne-Sophie qui vous le communiquera. Enfin, voilà. Donc c'est un point qui intéresse tout le monde parce que je trouve ce sujet tellement déterminant par rapport à la qualité qualité de vie de l'ensemble des citoyens de ce territoire régional. Donc ce document pour moi est vraiment extrêmement, enfin, il est clé quoi. Et sinon, je voulais aborder un autre sujet, c'est que vous avez un petit peu effleuré, c'est la question liée à la santé d'origine marine. Donc j'ai eu l'occasion de me rapprocher d'un médecin qui m'a communiqué toute une série d'articles qu'il a réalisé au titre du centre antipoison à Marseille, donc qui est situé à l'hôpital Sainte-Marguerite, qui est tout en anglais, international, sur les risques donc encourus sur le plan santé en lien avec la mer. Donc il y a, à mon avis, un travail comment dire, de vulgarisation et de synthèse à faire sur ce sujet, et j'aurais souhaité que la région s'approprie le sujet, mais bon, visiblement, je ne suis pas parvenue. Donc, si jamais vous voyez une possibilité de faire un travail avec l'ARS et autres, excusez-moi, je n'ai pas précisé que le plan régional alimentation environnement santé est bien entendu co-construit avec l'ARS et l'État, hein, avec l'ADREAL, et que sur certaines actions, il y a également la DRAF et l'ADEME. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet en lien avec la santé et l'environnement marin. Là-dessus, donc, il y a un travail à faire avec l'ARS qui intéresse aussi la métropole d'Aix-Marseille, puisque j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle. Voilà, je lance le sujet, mais je ne peux pas apporter les solutions. Pareil, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'IFREMER, avec des chercheurs qui sont spécialisés sur le sujet et qui ne savent pas comment faire non plus pour apporter un budget qui permettrait de financer ce travail de communication auprès du grand public au niveau des plages, enfin tout ce qui est littoral, sachant qu'il y a des problèmes dont je suis particulièrement victime, qui peuvent même se réveiller à distance de la mer. Donc, on n'est pas obligé d'être au bord de mer pour avoir les conséquences
du milieu marin sur la santé. Merci, Et Joanne. il y a un autre point, ça concerne, excusez-moi, après je termine, Vas-y. une diapo sur les grosses enveloppes qui sont encore, qui ont été identifiées au niveau des coûts santé, et notamment au niveau du Sénat. J'ai pas osé vous interrompre, mais j'ai pas bien compris si c'était de l'argent qui était accordé au sujet pour essayer de prévenir et limiter donc les conséquences, et c'était notamment sur le plan cardiovasculaire et autres. Ça, c'est une diapo que vous avez présentée avec trois carrés et un Oui, budget. Voilà. ça. Si jamais vous pouvez revenir sur le sujet, ça m'intéresserait parce que c'était quand même des enveloppes énormes. Et, et donc, Donc, si on peut trouver. Et puis, excusez-moi, j'ai encore un dernier point. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le directeur de l'AFNOR au niveau régional sur One Health et leur intérêt d'associer éventuellement des personnes qui seraient volontaires aux normes sur lesquelles ils travaillent au niveau ISO, au niveau international. Et je me demandais si vous faisiez partie de cela, si cette association salut. fait partie des volontaires qui travaillent sur ces fameuses normes qui, j'espère, permettront, par effet de domino, d'améliorer notre santé environnement local. merci. Donc, sur ce dernier point, non, on n'en fait pas partie. Sur les 120 milliards, c'est un rapport du Sénat de 2015 qui correspond donc au coût sanitaire, mais surtout au coût de perte de vie, de perte d'années de vie en bonne santé. Parce que, par exemple, une perte de vie, un décès, c'est 2 millions d'euros. Enfin, voilà. Donc, c'est le coût global, un arrêt de travail, etc., etc. OK. Sur le plan régional santé-environnement, j'avais relu le numéro 3 dans lequel il y avait repéré les gens qui étaient surcontaminés au cadmium dans les zones exposées industriellement. Puisqu'à Fos, par exemple, la métallurgie rejetait 1 tonne de cadmium dans l'air, et l'absorption du cadmium par voie respiratoire est de au moins de 50%, et donc se rajoute à la contamination par voie alimentaire. Ils ont fait des efforts, et Atmosud nous dit c'est à peu près 300 kilos maintenant par an. Et donc, malheureusement, puisque c'est un produit qui s'accumule, les gens qui respirent depuis 30 ans à Fos ont probablement des taux extrêmement élevés. Et donc, ça devait être dosé. Et l'ARS dit, ah ben non, vous comprenez, les industriels, il y a moins de rejets de cadmium, donc ce n'est pas la peine d'aller doser chez les gens, alors que c'est un produit qui reste des dizaines et des dizaines d'années dans votre organisme. Sa demi-vie va jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire que vous en éliminez la moitié qu'au bout de 30 ans, hein, c'est pour vous dire. Et donc, voilà une réponse de l'ARS qui m'avait agacé, quoi. On ne le fait pas alors que les gens ont morflé depuis 30 ans. Et donc, ça aurait été intéressant, comme pour les PCB, de savoir, ben, ceux qui sont ciblés, ben, on va chercher les cancers de ci, les cancers de ça, on va essayer de choper la maladie le plus tôt possible. Voilà. C'est pour vous dire que des fois, heureusement qu'il y a la région, et les collectivités, parce que le budget du PRSE par an, c'est dans les 250 000, 300 000 euros. On me rectifierait si le chiffre n'est pas là. Et c'est la collectivité qui paye essentiellement. L'État met très peu, en fait. C'est grâce aux collectivités que ça fonctionne. Et là aussi, c'est un regret, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais heureusement que la région la région est là pour le financer. Et sur le volet en lien avec le milieu marin? Alors, en milieu marin, je n'ai pas d'éléments. Nous, on travaille avec Tara Océan, qui pourrait vous aider, puisque je suis allé plusieurs fois à l'Élysée pour le traité international sur les plastiques, la position de la France qui est progressiste quand même. Et donc, je peux leur en parler, parce que là, je ne suis pas très compétent. Nous avons une médecin marseillaise qui s'appelle Marine Crest, qui s'occupe beaucoup de biodiversité et qui va faire la Mini Transat. Donc, je ne sais pas si la région la soutient. Il y a le logo de la CEF dessus. C'est un bateau de 6,50 m. C'est un médecin qui est près du Prado et qui a créé l'association Guérir en mer, qui accompagne les professionnels de santé en burn-out et qui leur propose des sorties en mer. Elle a fait plusieurs succursales en Bretagne, etc. Mais c'est parti du médecin marseillais extrêmement engagé, extrêmement brillante, que je vous engage à connaître si vous vous intéressez au sujet. Avec plaisir, oui, bien sûr. En plus, je suis marin, donc... Non, mais parfait. On vous enverra Mais les par références. contre, c'est cette question de
Oui, espèces madame. invasives sur lesquelles je ne sais pas comment elle a avancé, mais ce médecin est parti à la retraite et du coup, ben, Ah. il m'a confié ces articles. Je suis un petit peu embêtée de. Madame Ouais. Musset, je m'interroge depuis longtemps, je le dis à plusieurs conseillers, sur les stations d'épuration. Les stations d'épuration ne sont pas capables d'éliminer les micropolluants ou qu'elles sont débordées quand il y a un pluie intense, etc. Et c'est bien joli d'avoir un pavillon bleu avec à la plage de la Ciotat, il n'y a pas de pollution, mais vous nagez 100 mètres et il y a une grosse pollution parce que la bouche sera à cet endroit-là. Alors, quelqu'un du parc naturel a dit, ah ben oui, non, mais c'est pas sur la plage, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce qu'en effet, ça va favoriser les pathologies éventuelles dont vous parlez. Donc, il faudrait en fait comme en Suisse. En Suisse, ils rénovent leur station d'épuration. Ils ont investi beaucoup, hein, 2 milliards, je crois, pour les mettre à niveau et pour pouvoir éliminer les micropolluants, résidus de pesticides, résidus de PFAS, résidus antibiotiques, etc., etc. Donc, il y a un souci sur la mise à niveau des stations d'épuration en France. Merci, merci beaucoup. Merci, Joanne. Alors, on a une question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, ce serait vraiment formidable. Mais comment protéger notre organisme à titre individuel de tous ces facteurs environnementaux? À part le bio, vous l'avez dit, Donc, aérer sa pièce. et bien sûr, il faut pas fumer, il faut marcher un peu. Demain, il y a une émission où je vais, qui est enregistrée, c'est Enquête de santé sur la 5 avec Marina Carrière-Dancos sur les bains de forêt. Donc, nous allons au Mont Faron tourner pour montrer les bénéfices des bains de forêt qui améliorent votre immunité et qui diminuent votre tension artérielle. Et donc, j'ai bien révisé pour l'interview de demain. Il y a beaucoup d'antioxydants. Il faut favoriser les antioxydants. Donc, les fruits et légumes non contaminés, c'est très important. Il y a des métaux très importants. Le fer, on en a parlé, le zinc. Le zinc est capable de détoxifier, par exemple, le cadmium à l'intérieur de votre organisme. Il favorise l'immunité. Plus je lis sur le zinc, c'est ahurissant les bénéfices. Donc, il ne s'agit pas de prendre du zinc au hasard. Il s'agit de se faire une prise de sang, là c'est remboursé, et de se complémenter avec le tertile, au tertile supérieur. Je n'ai pas dit plus, hein. Donc, il y a des éléments qui sont peu connus, qui en fait limitent l'oxydation de votre corps, qui va favoriser la survenue des pathologies inflammatoires chroniques. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que N'hésitez pas à lever la main. Celui qui fait chauffer sa gamelle à midi dans le plastique, on va lui tirer les oreilles, hein. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de l'impact de la pollution de l'air sur les troubles cognitifs. Mm. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est que vous avez parlé des troubles du spectre autistique. Donc, ça sous-entend que le fœtus est contaminé. Enfin, c'est le fœtus qui est Oui, contaminé, oui. puisque l'enfant naît avec un trouble du spectre autistique. Oui, oui. En fait, la grossesse, elle est une période cruciale. Alors, un jour, j'ai dit ça, j'ai dit le plus important, c'est la grossesse, parce que tous les polluants de la mère passent à l'enfant, hein, en gros. Les perturbateurs endocriniens qui favorisent le spectre autistique, notamment les biphénols. Et il y a une mamie, c'était au Rotary, il y a une mamie qui dit, mais moi aussi, j'ai le droit à manger de bonnes choses. Ben oui, oui, du coup, je dis plus, voilà. Mais c'est même une période de vulnérabilité, la grossesse, la petite enfance qui est importante. Il est important puisque la première consultation de grossesse c'est souvent au deuxième, troisième mois. Et en fait, les contaminants, il faut informer les gens en amont. C'est pour ça qu'il faut trouver les moyens de sensibiliser en amont pour tous les gens qui veulent avoir un enfant, pour qu'elle se prépare. Par exemple, quelqu'un qui est obèse qui veut avoir un enfant, on lui dit de faire un régime, mais comme ça va relarguer les polluants qu'elle a, notamment dans ses graisses, on lui dit, ben, vous attendez 6 mois, 1 an avant de faire le petit. Donc il faut arriver, voilà, c'est déjà important, c'est la période des 1000 jours, de commencer dès la première consultation de la grossesse, mais il faudrait commencer en amont. Et là, on a un rôle dans les lycées, et avec tous les moyens de la région, notamment les lycées, de sensibiliser les jeunes. Voilà, agissons le plus en amont Ouais, la possible. prévention. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très politique. Ah oui, ben, le système de soins, c'est 15%. Et vous, on enlève la génétique 5%, 80%, la politique peut faire quelque chose. Ah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas là, encore 5 minutes si vous voulez. Oui, certaines personnes sont parties dépitées, mais bon, vous avez quand même donné des pistes de solutions.
Un grand merci. Donc, soyez déterminés et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi la conférence. Et nous vous Merci, enverrons merci. le replay rapidement. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.